Quand on attaque le débat de l'énergie ou le défi de l'énergie, c'est complètement différent. On est vraiment dans l'univers des ingénieurs, dans l'univers où tout est possible et tout est compliqué, avec cette fois-ci des choix entre énergie fossile ou énergie renouvelable qui ne sont pas possibles, parce qu'il nous faut toute l'énergie pour assurer le futur des besoins que nous avons. Et tout ça, bien sûr, avec une protection de l'environnement que nous devons tenir pour notre survie à tous. Donc des enjeux fabuleux, des paris d'ingénieurs extraordinaires et deux belles applications qu'on va vous présenter. Énorme challenge. Alors juste une petite introduction sur Saipem. Qui sommes-nous? Très rapidement, un contracteur au service de l'énergie. On livre des projets clés en main aux opérateurs pour construire, installer et mettre en route des installations pour transporter et traiter les effluents, le pétrole et le gaz. Donc vous avez les chiffres de ce qu'est Saipem dans le monde. Juste un petit mot sur Saipem en France. On est à peu près 3000 personnes. Basée à Saint-Quentin essentiellement, avec une filiale Sofrecide qui, elle, est répartie un petit peu partout sur le territoire. Alors, on m'a demandé ici de venir pour vous faire rêver en 8 minutes en vous parlant de pétrole. Alors moi aussi, ça m'a fait sourire au début parce que je me suis demandé vraiment quel succès je pourrais avoir, surtout que juste après, on va parler d'hydrogène. Mais je n'ai pas hésité très longtemps parce que je vais vous parler d'un domaine qui vraiment me passionne, qui passionne d'autres personnes dans la salle, qui est l'offshore profond. Alors c'est un domaine qui est peu connu, mais qui a des défis techniques extraordinaires que je vais essayer d'illustrer et qui a été aussi la raison de notre collaboration avec le CETIM. Donc juste avant, une petite introduction sur le contexte du pétrole. Aujourd'hui, on parle beaucoup des renouvelables, et à très juste titre, c'est important, c'est nécessaire, c'est fondamental de développer ces énergies-là. On en parle beaucoup dans les médias, c'est très présent dans toutes les communications, mais il n'en est pas moins vrai que les énergies fossiles restent nécessaires pour compléter l'offre énergétique. La population augmente, les besoins augmentent. Ça a déjà été dit, et on peut le rappeler. Donc ce graphe-là illustre le potentiel de développement des différentes énergies. Donc on voit que le renouvelable a un énorme potentiel, mais on voit aussi que les énergies fossiles, donc l'oil and gas, le pétrole et le gaz, restent importantes. Donc il y a un vrai besoin d'investir pour mieux produire ces énergies, avec des efforts accrus, bien sûr, vis-à-vis de l'environnement et de l'efficacité. Et c'est ce que Saipem fait en développant notamment des technologies dans l'offshore, puisque l'offshore a des enjeux techniques et économiques très importants. Juste pour illustrer un petit peu ce que c'est que l'offshore et de quelle profondeur on peut parler, aujourd'hui il faut savoir qu'il y a à peu près 30% de la production mondiale qui est réalisée grâce à des puits sous-marins pour le pétrole, et on parle de 25% pour le gaz, donc c'est à peu près le même ratio. Vous avez sur ce graphe une illustration des profondeurs dans lesquelles on peut travailler. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on commence à travailler dans des profondeurs qui vont jusqu'à 1500 mètres, voire plus, et qu'on parle aujourd'hui aussi de développements qui vont jusqu'à 4000 mètres de fond. Alors, avant de parler un peu plus en détail de la technologie, vous avez ici une illustration de ce que c'est qu'un champ offshore et un champ sous-marin. Globalement, le principe est le même qu'un champ à terre. Donc vous avez un réservoir qui est sous le fond sous-marin, et puis vous avez des puits de production, donc des têtes de puits. Le pétrole va sortir par ces têtes de puits-là, et vous avez tout un réseau de pipelines qui va venir collecter le pétrole et l'amener en surface, où il va être traité pour ensuite être exporté jusqu'à terre. Donc ça, c'est le réseau de production que vous voyez en noir. Et en parallèle, vous avez en général un réseau d'injection qui vient remplacer en quelque sorte la production qui sort des réservoirs pour maintenir la structure en place. Et en général, on injecte de l'eau, parfois du gaz, mais le plus souvent de l'eau. Et les défis actuels dans l'offshore profond, consistent à essayer d'optimiser ces réseaux pour faciliter la production. Et c'est le sujet du développement sur lequel Saipem travaille aujourd'hui, que l'on appelle le SpoolSep, qui est un séparateur qui est destiné à être mis sur le fond sous-marin pour initier une partie du traitement qui d'habitude est réalisée en surface. Donc vous voyez sur cette image-là le séparateur, donc ce sont les pipes qui sont en parallèle. Donc ce sont des pipes de petit diamètre
pour résister aux fortes pressions hydrostatiques. Quand on est à 3000 mètres de fond, on a 300 bars de pression. Donc il faut minimiser les épaisseurs d'acier et optimiser la partie mécanique. Vous avez également sur le côté, en jaune, d'autres équipements qui permettent de contrôler le fonctionnement du séparateur avec des capteurs, des pompes et autres. Tout ça doit fonctionner de manière complètement autonome pendant plusieurs années. Aucune intervention humaine n'est possible à ces profondeurs-là, bien sûr. Et le système doit pouvoir être installé à partir de la surface avec des bateaux. Alors, juste pour donner quelques ordres de grandeur, les pipes peuvent faire ici jusqu'à une 50aine de mètres de long et l'ensemble de ces structures peut peser plusieurs centaines de tonnes. Donc, on commence à appréhender un petit peu la complexité de ces systèmes-là, qui a été en fait la raison pour laquelle on a travaillé avec le CETIM. Alors vous avez ici un schéma, donc c'est très simplifié, mais ça permet de bien expliciter l'intérêt de cette option-là, d'avoir de la séparation sur le fond. Donc il faut avoir en tête en fait que le pétrole qui sort des réservoirs, c'est un mélange de plein de choses. C'est un mélange de pétrole, bien sûr, c'est ce qu'on veut retirer, mais il y a aussi beaucoup d'eau, de gaz et des solides. Donc le principe ici, c'est d'utiliser le séparateur sur le fond pour ne récupérer à la surface que la partie qui va être valorisée. Donc la partie essentiellement pétrole et gaz de l'effluent. Donc le spoolsep est utilisé pour séparer l'eau, récupérer l'eau qui vient naturellement du réservoir et en quelque sorte la remettre à sa place et la réinjecter pour ne récupérer à la surface que ce qui est intéressant. Donc ici on optimise vraiment le schéma de production. Donc dans l'histoire du développement, on a commencé par avoir bien sûr l'idée de ce séparateur-là, et puis on a fait quelques études de conception, de design, et puis on a assez rapidement eu besoin de faire des essais pour valider le fonctionnement, la performance du système. Et donc nous avons travaillé avec le CETIM pour mettre en place ce banc d'essai. Donc vous voyez sur la partie droite le prototype du séparateur, donc qui est constitué de 4 pipes qui fonctionnent en parallèle. Donc c'est un prototype échelle réduite, mais qui fait quand même 18 mètres de long, qui est en plexiglas, parce que c'est très important pour nous de savoir ce qui se passe à l'intérieur des pipes, de visualiser l'écoulement. Et on utilise des huiles modèles, donc des huiles qui ont les mêmes caractéristiques que le brut, que le pétrole qui va être produit en grande profondeur, mais qui peut être manipulé en laboratoire. Donc le banc fonctionne en boucle fermée, les fluides sont recyclés et on a des capteurs un petit peu partout pour bien maîtriser les conditions d'essai. Donc vous voyez ici une vue de ce banc qui est quand même assez complexe, sachant que la table sur laquelle est posé les séparateurs peut s'incliner pour simuler des défauts de sol et voir quel impact ça peut avoir sur la performance du séparateur. Et vous avez ici donc les 4 pipes qui fonctionnent en parallèle et qui ont été testés pendant la campagne d'essai. Donc à suivre un petit film qui illustre ce qui se passe en fait dans un séparateur. Donc vous voyez ici 2 pipes qui sont en parallèle. Donc le petit en fait simule ce qui vient du puits, donc le mélange eau, gaz, huile, et le grand pipe en fait est le séparateur spoolsep. Et vous voyez qu'au fur et à mesure, on distingue de mieux en mieux les couleurs, ce qui traduit le fait que la séparation s'effectue correctement. Et à la sortie, vous voyez, on a deux effluents, un blanc, l'eau pure, puisqu'il n'y a plus d'huile rouge à l'intérieur, et le rouge qui lui aussi est pur, puisqu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur. Donc ces essais nous ont permis de valider la performance, le fonctionnement et de convaincre les clients internes et externes de la viabilité de ce système. Alors pour conclure, ce développement-là, c'est un développement très important chez Saipem, un des principaux en cours, mais pas le seul. On travaille aussi sur d'autres solutions. Vous avez ici une illustration des différents autres développements en cours. Tout n'est pas visible, parce qu'on travaille aussi sur des matériaux métalliques, non métalliques et autres, donc qui nous permettent de concevoir tous les éléments que vous voyez ici. Et vous voyez que la vision que l'on a de l'avenir pour l'offshore est beaucoup plus technologique, parce que l'image est beaucoup plus fournie que celle qu'on a vue tout à l'heure, qui n'avait que des pipes. Donc définitivement, on est convaincu qu'il y a encore
beaucoup à faire pour continuer à progresser dans l'efficacité énergétique et économique de la production en offshore profond. Donc encore de nouveaux projets, de très beaux projets à venir et peut-être encore des collaborations avec le CETIM. H2Nova développe des solutions pour le ravitaillement des véhicules à hydrogène. J'ai créé H2Nova en 2013, après plus d'une vingtaine d'années chez Air Liquide, où j'ai travaillé sur la mise en œuvre de l'hydrogène comme vecteur d'énergie à partir du début des années 2000. Je suis très heureux de pouvoir vous parler d'un développement technologique qu'H2Nova a initié avec le soutien du CETIM et qui est en cours de réalisation, le projet H2REF, doté d'un budget de 6 millions d'euros pour une durée de 3 ans, qui a démarré en fin 2015. Pour ce développement, H2Nova a réuni un consortium européen de 7 partenaires, comprenant aux côtés d'H2Nova la société Haskell, fabricant et intégrateur de systèmes haute pression dont les activités européennes sont basées en Angleterre, Hexagon Composite, le leader mondial des réservoirs en matériaux composites, basé en Norvège, le CETIM à Senlis, en partenariat avec l'Université de technologie de Compiègne, CCS Global, expert en normalisation internationale, et Ludwig Bolkhoff Système Technique, expert en analyse technico-économique. Le CETIM a joué un rôle décisif dans le montage de ce projet, car il a réalisé l'étude de faisabilité technique, grâce à laquelle les partenaires industriels ont pu être mobilisés pour constituer le consortium et soumettre une proposition dans le cadre d'un appel à projet européen. Par ailleurs, c'est le CETIM qui assure la coordination du projet vis-à-vis de l'organisme financeur. Alors, le projet H2REF s'inscrit dans la vision selon laquelle l'hydrogène constitue la clé de la transition énergétique, qui présente 2 grandes difficultés. Premièrement, le secteur des transports reste un émetteur croissant de CO2, car il est complètement dépendant des importations de pétrole. Et deuxièmement, le gisement principal d'énergie renouvelable, constitué par l'éolien et le solaire, est de nature intermittente, ce qui soulève des difficultés d'intégration au système électrique. Avec une part croissante de renouvelables dans le mix, il est de plus en plus difficile de maintenir l'équilibre du réseau dans des conditions économiquement acceptables. Ces 2 difficultés peuvent être surmontées simultanément au moyen de l'ajout d'un nouveau maillon dans le système énergétique basé sur la conversion d'électricité en hydrogène par électrolyse, appelé Power to Hydrogen. Grâce aux nouveaux débouchés extrêmement flexibles que constitue cette conversion, l'intermittence des énergies renouvelables n'est plus un obstacle à l'augmentation de leur part dans le mix énergétique. L'hydrogène est la brique élémentaire permettant de remplacer tous les carburants d'origine fossile par un carburant décarboné, soit en utilisant directement l'hydrogène dans les véhicules électriques à hydrogène, soit en convertissant l'hydrogène en carburant de synthèse pour des modes de transport tels que l'aérien. On peut ainsi atteindre les objectifs de baisse d'émissions du secteur des transports tout en se dégageant de la dépendance aux importations de pétrole. L'hydrogène peut également être injecté dans le réseau de gaz naturel pour décarboner les applications du gaz. Toutes les technologies nécessaires au déploiement d'un système hydrogène sont aujourd'hui éprouvées et commercialement disponibles. Mais il y a un point important sur lequel je voudrais insister, la mise en place de l'infrastructure hydrogène dans laquelle les industriels français de premier plan, tels que Engie et Air Liquide, s'investissent, suppose qu'elle aille de pair avec le déploiement de la mobilité hydrogène, car c'est la principale source de revenus du système. Il faut des flottes de véhicules pour que les investissements dans l'infrastructure hydrogène puissent être engagés avec un effet d'entraînement pour toute la filière. Les véhicules hydrogène sont des véhicules électriques où l'énergie est stockée sous forme d'hydrogène et l'électricité produite à bord avec une pile à combustible. Grâce à cette forme de stockage, on obtient un véhicule électrique avec une autonomie proche de celle des véhicules essence et dont on peut faire le plein en 3 à 5 minutes. De nombreux constructeurs automobiles sont fortement engagés dans la mobilité hydrogène, la commercialisation de véhicules ayant déjà débuté ou étant annoncée pour un futur proche, après de nombreuses années de développement. Par exemple, Toyota commercialise sa Mirai depuis l'an dernier et vise des ventes de 30 000 véhicules d'hydrogène par an à partir de 2020. Il y a aujourd'hui des taxis roulant à l'hydrogène à Paris, avec une station de ravitaillement à 700 bars au pont de l'Alma et 70 taxis prévus pour l'année prochaine. Les coûts de fabrication des véhicules hydrogène doivent encore être diminués pour permettre une commercialisation à grande échelle, mais l'obstacle principal au déploiement des véhicules est la lenteur de mise en place du réseau de stations-service hydrogène. Cela tient au coût actuel des stations, ce qui nous amène à l'objectif du projet H2REF, baisser les coûts et améliorer la fiabilité des stations par l'emploi de solutions techniques plus économiques et davantage adaptées au ravitaillement des véhicules que les solutions actuelles qui emploient des solutions conçues à l'origine pour l'industrie. Voici le schéma de principe très simplifié d'une station hydrogène.
Sa fonction est de transférer la quantité d'hydrogène requise depuis le stockage de la station vers le réservoir du véhicule. La difficulté étant que la pression de la source, qui varie selon la quantité d'hydrogène en stock, est beaucoup plus faible que la pression dans le véhicule, qui peut atteindre 875 bars en fin de ravitaillement. Le projet H2REF porte sur la fonction de compression et d'accumulation requise pour permettre ce ravitaillement. Il vise le développement d'un procédé inédit associant de manière nouvelle l'hydraulique et le stockage hydrogène sous très haute pression, de façon à réaliser la compression presque exclusivement avec des composants standards du monde de l'hydraulique. Une partie importante du projet est consacrée à l'évaluation et la validation du procédé au moyen de tests de performance et d'endurance sur un système prototype. Il est ensuite prévu d'intégrer une unité pilote dans un stockage, dans une station d'hydrogène existante pour la démonstration du système en conditions réelles. Le CETIM avec l'UTC apporte une expertise de haut niveau en matière de système hydraulique, des moyens avancés de modélisation et une infrastructure de tests de calibre mondial. Le projet comprend par ailleurs un travail en amont sur la normalisation afin de préparer l'établissement d'un cadre normatif mondialement harmonisé, atout décisif pour la commercialisation dans les principaux marchés que sont l'Europe, les États-Unis et le Japon. À l'issue du projet, en fin 2018, nous prévoyons d'être en situation de développer un produit pour sa commercialisation dans le monde entier. Le procédé peut être appliqué au ravitaillement de tout type de véhicules, du ravitaillement au domicile au ravitaillement de flottes de bus. Notre ambition est d'apporter une solution de rupture qui permettra de déployer des stations hydrogène à un rythme plus rapide que celui envisagé aujourd'hui. Cela relâchera l'un des freins principaux au déploiement des véhicules et donc à la mise en place d'une infrastructure énergie-hydrogène basée sur le power to hydrogène, maillon clé de la transition énergétique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Frédéric Barbarin, bougez pas. Souvenez-vous, j'ai une question à vous poser. Je voudrais qu'on revienne sur le calendrier. Ah, vous avez cru que vous alliez partir comme ça rapidement. Non, vous avez dit issu du projet en 2018. Alors, je voudrais qu'on revoie le calendrier ensemble. Le proto, la sortie, elle serait prévue pour quand? Mi-2017, le proto. Mi-2017. Et la première station pilote? Fin premier trimestre 2018. Donc c'est bientôt quand même tout ça, les échéances sont proches. Un déplacement rapide grâce à l'utilisation de composants standards de l'hydraulique. D'accord, merci beaucoup. Félicitations.